La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 43.4. L'État sioniste, 2, suite et fin. Avec le docteur Magne, c'était un autre pacifiste juif qui rejoignait le groupe des hommes responsables qui depuis 50 ans tentaient vainement de maintenir l'Occident et les Juifs hors de l'emprise de la conspiration talmudique de Russie. Il créa puis quitta une organisation, l'association Ishud, qui parle encore en son nom, et même depuis Jérusalem. Son porte-parole à Jérusalem, le mensuel NR, déclara en décembre 1955. Finalement, nous devrons révéler ouvertement la vérité. Fondamentalement, nous n'avons aucun droit d'empêcher le retour des réfugiés palestiniens sur leurs terres. Quel combat Ishud devrait-il mener ? Transformer la poudrière permanente, qu'est l'État d'Israël, selon le ministre Pinalevan, en une terre de paix. Et quelles armes Ishud doit-il utiliser ? L'arme de la vérité. Nous n'avions pas le droit d'occuper une maison arabe sans en payer d'abord le prix, de même pour les champs et les vergers, les magasins et les usines. Nous n'avons absolument aucun droit de coloniser et de concrétiser le sionisme au détriment d'autrui. C'est du vol, c'est du banditisme. Nous faisons à nouveau partie des pays très riches, mais nous n'avons pas honte de voler les biens des Félains. Actuellement, ce point de vue est encore peu répandu au sein de la communauté juive. À ce sujet, le docteur Albert Einstein avait la même opinion. Ma perception de la nature profonde du judaïsme est incompatible avec la notion d'un État juif entouré de frontières, d'une armée et de quantité de pouvoirs temporels, même s'ils sont limités. J'ai peur des dégâts internes que le judaïsme devra endurer. 1950, mais c'est le seul point de vue qui offre à la communauté juive l'espoir d'échapper définitivement au sionisme des Khazars. Aujourd'hui, il est probable, si ce n'est certain, que cette libération ne pourra avoir lieu qu'après la tribulation finale au cours de laquelle l'aventure abjecte en Palestine devra impliquer les Maltes toutes occidentales, y compris les Juifs parmi celles-ci. Un dernier point doit être signalé au sujet de la création, de facto, de l'État sioniste, à savoir, qu'il est l'enfant de la Révolution. La Révolution permit aux Juifs de devenir majoritaires en Palestine, conformément à ce que les auteurs britanniques de la déclaration Balfour de 1917 avaient souhaité, et cette transformation en Palestine n'aurait pu être réalisée d'aucune autre manière, puisqu'aucun autre grand groupe de Juifs n'aurait pu être amené à se rendre là-bas. Ce mouvement de masse n'était possible que pour les Juifs de l'Est, qui vivaient depuis des siècles dans la stricte application des règles talmudiques, et la manière dont ils furent transférés en Palestine a été décrite ici. En 1951, les statistiques du gouvernement israélien montraient qu'au sein de la majorité, qui avait été constituée, approximativement 1 400 000 Juifs, 1 061 000 personnes étaient nées à l'étranger, et parmi celles-ci, 577 000 venaient des pays communistes situés au-delà du rideau de fer, pays où les non-juifs n'avaient pas le droit de se déplacer ne serait-ce que d'une ville à une autre sans autorisation de la police ou de quelque autre autorité. L'essentiel des 484 000 restants étaient des Juifs nord-africains ou asiatiques qui arrivèrent après l'établissement de l'État, et donc ne participèrent pas à sa violente appropriation. Par conséquent, les envahisseurs étaient des Juifs de l'Est d'origine tataro-mongole, mais leur nombre seul n'aurait pas suffi à assurer la victoire. Ils avaient besoin d'armes pour cela. Pendant la guerre, le général Wavell avait informé M. Churchill que les Juifs, si on le leur permettait, pourraient battre les Arabes, et manifestement, il basait ce jugement sur les armes que, comme il le savait, les sionistes avaient accumulées. À cette époque, il ne pouvait s'agir que d'armes britanniques ou américaines, obtenues clandestinement depuis les arsenaux des armées alliées localisées en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, comme il a été montré précédemment. Les dirigeants de Londres et Washington, bien qu'ils ne l'approuvassent pas officiellement, fermèrent les yeux sur ce procédé. Le général Wavell, bien que son opinion se révélât correcte, surestimait peut-être à l'époque la puissance sioniste, ou sous-estimait la résistance arabe, car les sionistes, après l'événement, n'attribuèrent pas leur succès aux armes qu'il avait obtenues des Alliés. Au contraire, ils pensèrent qu'ils devaient leur victoire, obtenue après 6 mois de combat, entre le vote pour la
partition, et Deir Yassin, aux armes qu'il avait reçues de la Révolution. Le rideau de fer, qui s'était ouvert pour laisser passer les envahisseurs de la Palestine, s'était réouvert pour permettre qu'une quantité substantielle d'armes leur soit livrée. Ce fut la première conséquence majeure de l'ordre donné par le général Eisenhower, sous la direction du président Roosevelt, d'arrêter les forces alliées à l'ouest de la ligne Berlin-Vienne, et de permettre que la Tchécoslovaquie revienne aux soviétiques. Les armes venaient de ce pays annexé, où le grand arsenal Skoda, suite à cet ordre, était simplement passé des nazis aux communistes. Quelques semaines après que le président Truman eut reconnu l'État sioniste, le New York Herald Tribune publia ce reportage en provenance d'Israël. Le prestige russe s'est extrêmement accru au sein de toutes les familles politiques. De par son soutien constant à la cause israélienne au sein des Nations Unies, l'Union soviétique a augmenté son crédit auprès des sympathisants de gauche, de droite et des modérés. Fait peu connu et peut-être encore plus important pour une nouvelle nation combattant pour son existence, la Russie a fourni une aide matérielle lorsqu'une aide matérielle était nécessaire. La Russie a ouvert ses arsenaux militaires à Israël. Les Juifs ont réalisé certains de leurs achats les plus importants et probablement les plus volumineux auprès de la Tchécoslovaquie, nation satellite de l'Union soviétique. Certaines livraisons d'armes tchèques à Israël à des moments critiques de la guerre ont joué un rôle capital. Lorsque les troupes juives ont défilé la semaine dernière le long de la rue Allenby à Tel Aviv, de nouveaux fusils tchécoslovaques sont apparus à l'épaule des soldats d'infanterie, 5 août 1948. À cette époque, en Occident, la presse sioniste et celle contrôlée par les sionistes commença à assimiler explicitement antisémitisme à anticommunisme. L'attribution au communisme d'origine juive et d'un leadership juif avait été depuis longtemps dénoncée comme étant la caractéristique de l'antisémite. Par exemple, en juin 1946, le journal juif de Chicago Sentinel avait déjà déclaré « Nous reconnaissons l'antisoviétisme pour ce qu'il est réellement ». Avez-vous jamais entendu parler, ou que ce soit dans le monde, des antisémites qui n'étaient pas également anti-soviétiques? Nous reconnaissons nos ennemis. Reconnaissons également nos amis, le peuple soviétique. Dans les écoles du nouvel État lui-même, le drapeau de la Révolution était hissé et son hymne entonné chaque 1er mai, reconnaissance ostensible d'une affinité, si ce n'est d'une filiation. En janvier 1950, le correspondant du Times de Londres à Tel Aviv rapporta que la Tchécoslovaquie fournissait encore des armes à l'État sioniste. Voilà pour la naissance d'Israël et les souffrances qu'elle infligea aux autres. Aucun enfant issu de l'illégitimité politique ne fut jamais soutenu à sa naissance par autant de parrains, les reconnaissances affluaient, et partout les pacifistes étaient déconfits. Monsieur Bevin continua son mandat pendant quelques années, puis démissionna peu avant sa mort. Le général Marshall et Monsieur Forrestal furent éliminés à la première occasion, manifestement pour décourager ceux qui auraient pu prendre leurs propres devoirs trop au sérieux. En quelques semaines, le nouvel État fit un nouveau pas vers l'abîme du mal ancien. Les Nations Unies, ayant accepté post facto la partition de l'Europe et recommandé la partition de la Palestine, montrèrent un intérêt tardif pour la paix et firent appel au comte suédois Folke Bernadotte pour qu'il se rende en Palestine jouer le rôle de médiateur entre les deux parties. Le comte Bernadotte s'était toujours consacré à apaiser les souffrances humaines, et en particulier à l'aide et au sauvetage des victimes juives au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il eut verra sous la bannière croisée, la croix rouge, et fut tué à l'endroit même où la croix devint pour la première fois symbole de foi et d'espoir. Aucun acte ne peut être plus atroce que le meurtre, commis par l'une des parties en conflit, d'un pacifiste et médiateur reconnu, et 4 mois après sa création, l'État sioniste ajouta ce second acte symbolique à son histoire, 57. Il fut assassiné par des membres du groupe clandestin juif l'Iraï. Le l'Iraï était décrit comme une organisation terroriste par les autorités britanniques, le Yishuv traditionnel et le médiateur des Nations Unies, Ralph Bunche. Leur documentation reconnaissait cette étiquette et ses actions terroristes en qu'elles ciblaient des représentants britanniques.
Ce groupe est aussi connu sous le nom de groupe Stern, d'après le nom de son premier chef Abraham Stern, une étiquette accusatrice initialement donnée par les Britanniques qui continue à être utilisée dans nombre de récits historiques. Le terme groupe Stern était également utilisé à l'époque. Le comte Bernadotte, comme M. Forrestal, tenait un journal, qui fut publié après sa mort. Il relate qu'après avoir accepté sa mission pour la paix, il passa par Londres et reçut la visite du docteur Nahum Goldman, alors vice-président de l'agence juive et représentant de l'État sioniste, qui lui dit « L'État d'Israël est désormais en mesure d'assumer l'entière et totale responsabilité des actes commis par le groupe Stern et les membres de l'Irgun. » Il s'agissait des bandes de meurtriers dont le massacre de Deir Yassin avait déclenché l'évacuation du territoire au profit des sionistes et avait implicitement été reconnu par l'Occident. C'étaient les activistes contre lesquels le docteur Weizmann avait émis des avertissements au Congrès sioniste de 1946. Deir Yassin avait montré qu'il avait le pouvoir, par des actes terroristes calculés, de modifier totalement le cours des affaires internationales, quels que soient les propos des dirigeants sionistes, des hommes politiques occidentaux ou des Nations Unies. Ils détiennent ce pouvoir aujourd'hui, en 1956, et continueront à le détenir. À tout instant, ils peuvent précipiter le monde dans une nouvelle guerre, car on les a placés à l'endroit le plus explosif du globe, très justement qualifié de « poudrière », par un secrétaire d'État américain, un ministre des Affaires étrangères britannique et le premier ministre sioniste en personne. Jusqu'au moment où le docteur Nahum Goldman fit au comte Bernadotte la déclaration citée précédemment, on avait entretenu le mensonge selon lequel ils étaient hors du contrôle des dirigeants sionistes, responsables, qui déploraient de tels actes. L'affirmation rassurante du docteur Goldman avait probablement pour objectif de convaincre le comte Bernadotte que son travail de médiation ne serait pas gratuitement détruit par un acte tel que celui de Deir Yassin. Les terroristes assassinèrent alors le comte Bernadotte lui-même, et par la suite, comme on le montrera, le gouvernement israélien assuma la responsabilité de ces actes et de ceux qui les avaient commis. Après avoir entendu ces propos rassurants, le comte Bernadotte entama sa mission de pacification. En Égypte, il rencontra le Premier ministre, Nokrashi Pacha, qui déclara reconnaître la portée de la puissance économique juive, puisque celle-ci contrôle l'économie de nombreux pays dont les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Égypte et peut-être même la Suède. Le comte Bernadotte ne contredit pas cette dernière affirmation. Nokrashi Pacha dit que les Arabes n'espéraient pas échapper à cette domination. Toutefois, que les Juifs établissent une domination économique de toute la Palestine était une chose, mais ce que les Arabes n'accepteraient pas, et rejetteraient, serait la tentative de mettre en place un État sioniste coercitif en ayant recours à la force et au terrorisme, et ce avec l'assistance du sionisme mondial. Après cela, le roi Farouk déclara au comte Bernadotte que si la guerre continuait, elle n'est toujours pas terminée, elle se transformerait en troisième guerre mondiale. Le comte Bernadotte acquit ça et déclara que c'était la raison pour laquelle il avait accepté le rôle de médiateur. Il mentionna aussi que pendant la guerre, il avait eu le privilège de secourir environ 20 000 personnes, la plupart des Juifs. J'avais été moi-même chargé de ce travail. Il pensait manifestement que cela lui vaudrait le respect des sionistes, et il avait tort. En quelques jours, il avait persuadé les Arabes, le 9 juin 1948, d'accepter un cessez-le-feu sans condition, mais il lut alors des propos agressifs à son encontre tenus par des fanatiques sionistes, parce qu'il avait imposé la trêve aux Juifs. Je commençais à réaliser combien ma situation était délicate, la sympathie à mon encontre se transformerait en suspicion et en rancune si, au cours de mon travail ultérieur en tant que médiateur, je manquais d'étudier d'abord les intérêts de la partie juive, et que je cherchais une solution juste et impartiale au problème. L'Irgun, dont le gouvernement sioniste, par l'intermédiaire du docteur Goldman à Londres, avait affirmé prendre l'entière et totale responsabilité, rompit alors le cessez-le-feu, 18 à 30 juin 1948, en débarquant des hommes et des armes. Le comte Bernadotte et ses observateurs furent incapables d'évaluer le nombre de membres de l'Irgun ou la quantité d'armes déployées, parce que le gouvernement sioniste leur refusa l'accès à la zone.
Au cours de la première semaine de juillet, la presse juive dirigea de violentes attaques à mon encontre. Les méthodes diffamatoires, utilisées contre M. Forrestal, étaient désormais utilisées, et les efforts du comte Bernadotte pour secourir des victimes juives durant la guerre furent tournés contre lui. On insinua que vers la fin de la guerre, ses négociations avec Heinrich Himmler, le chef de la Gestapo nazie, au sujet de la libération de juifs furent d'une nature douteuse. Il était injuste de me calomnier, l'insinuation était que M. Bernadotte était un nazi, mes activités ayant contribué à sauver la vie d'environ 10 000 juifs. Cela avait aussi peu d'importance aux yeux des sionistes que les efforts, 40 années auparavant, d'Alexandre II et du comte Stolypine pour améliorer le sort des juifs. L'offense capitale du comte Bernadotte était son impartialité. Entre le 19 juillet et le 12 août, il dut signifier au docteur Joseph, gouverneur militaire sioniste de Jérusalem, que d'après les rapports de ses observateurs, les Juifs étaient le groupe le plus agressif à Jérusalem. Le 16 septembre, sur la route historique du Pacificateur, vers Jérusalem, c'est le titre de son livre, le comte Bernadotte signa de fait son propre arrêt de mort. Ce jour-là, il envoya son rapport d'étape, de médiateur, depuis Rhodes à destination des Nations Unies, et dans les 24 heures qui suivirent, il fut assassiné. La raison se trouve dans ses propositions. Il acceptait la création, de facto, de l'État sioniste, mais, partant de cette base, pensait réconcilier et pacifier grâce à des mesures impartiales, aussi justes pour chaque partie que la situation donnée le permettait. Son souci majeur concernait les populations civiles arabes, éloignées de leurs villages natals par le massacre de Deir Yassin et réfugiées au-delà de leurs frontières. Jamais rien de pareil n'avait été fait sous la protection de l'Occident, et le comte Bernadotte venait à peine de sauver des Juifs des griffes d'Hitler. Ainsi, il proposait 1. Que les frontières de l'État sioniste correspondent à la « recommandation » des Nations Unies du 29 novembre 1947, le Negev restant un territoire arabe et les Nations Unies s'assurant que ces frontières soient respectées et maintenues. 2. Que, comme cela avait été recommandé, Jérusalem devienne une zone internationale sous contrôle des Nations Unies. 3. Que les Nations Unies proclament et mettent en œuvre le droit au retour des réfugiés arabes. Ayant transmis ses propositions le 16 septembre 1948, le comte Bernadotte, avant que celle-ci n'atteigne New York, prit un vol pour Jérusalem, le 17 septembre. Accompagné de ses collaborateurs, il se rendait, sans armes et sans protection, au siège du gouvernement lorsque leur véhicule fut arrêté par une Jeep occupée par des sionistes et garée en travers de la route. Clairement, on était autant au courant de leur déplacement que du contenu du rapport du comte Bernadotte. 3 hommes jaillirent de la Jeep, rejoignirent son véhicule en courant et avec des pistolets mitrailleurs Sten, l'abattirent ainsi que le colonel français Sereau, observateur en chef à Jérusalem. Dans une annexe de son journal intime, les survivants décrivent l'assassinat en détail. Leur compte-rendu démontre l'efficacité de sa préparation et de son exécution et établissent clairement l'identité du commanditaire principal. Les meurtriers s'échappèrent sans encombre, 2 à bord de la Jeep et un autre en courant. Aucun ne fut arrêté ou poursuivi. Un rapport, probablement crédible, déclare qu'un avion attendait les assassins et les transporta en Tchécoslovaquie communiste. Selon l'enquête israélienne qui en découla, la manière dont le meurtre a été exécuté ainsi que tous les préparatifs qui s'y rapportent suivent la trame suivante. A. Une décision claire d'assassiner le comte Bernadotte et l'élaboration d'un plan détaillé pour sa mise en œuvre. B. Un réseau d'espionnage complexe capable de suivre les déplacements du comte pendant ses séjours à Jérusalem, afin de permettre aux responsables de l'opération de définir son lieu et sa date. C. Des hommes ayant de l'expérience dans ce genre d'activité, ou ayant reçu un long entraînement sur le sujet. D. Des armes et des moyens de communication adaptés ainsi qu'un point de chute est sûr après le meurtre. E. Un chef expérimenté et responsable de l'exécution de l'acte. Le nouvel État s'était déclaré entièrement responsable de tels individus. 3 jours plus tard, une agence de presse française reçut une lettre exprimant des excuses pour le meurtre du colonel Sereau,
qui avait été confondu avec le général suédois Landström, chef d'état-major du médiateur et antisémite. Le général Landström était assis à une autre place dans la voiture. Cette lettre était signée du Asimo Ledet. Le rapport de la police israélienne indiqua qu'il s'agissait du nom de la cellule terroriste secrète au sein du groupe Stern. Le général Landström annonça, le 18 septembre, que ces meurtres délibérés de 2 hauts responsables internationaux constituent une rupture du cessez-le-feu de la plus grande gravité et une page noire dans l'histoire de la Palestine, et les Nations Unies en exigeront des explications exhaustives. Une telle demande de la part des Nations Unies était improbable, car, comme ce récit l'a montré, elles ne réagissent qu'à la pression la plus forte exercée en coulisses. Elles n'ont, ou n'avaient alors, nul ne peut prédire quelles extraordinaires transformations l'avenir pourrait amener, aucune morale par elle-même, elles fonctionnent comme un oracle, actionnées par un mécanisme caché, elles ne s'émurent pas du meurtre de leur médiateur, pas plus que les gouvernements de Washington et de Londres ne s'émurent de la persécution de M. Forrestal et du meurtre de leur moine. Elles ignorèrent les propositions du médiateur, les sionistes saisirent et conservèrent tous les territoires qu'ils souhaitaient, Negev inclus, refusèrent le retour des Arabes, et proclamèrent qu'ils n'autoriseraient pas que Jérusalem devienne zone internationale. À ce jour, 8 ans plus tard, ils restent inflexibles sur ces points-là. Les journaux du monde entier publièrent l'éditorial qu'ils semblaient conserver spécialement pour de telles occasions. On a fait un mal incalculable à la cause sioniste. Et reprirent ensuite leur dénonciation quotidienne de tous ceux qui défendaient la cause arabe, les accusant d'être antisémites. Le Times de Londres rendit même le comte Bernadotte responsable de son propre meurtre. On pouvait y lire que la proposition d'internationaliser Jérusalem incita sans aucun doute certains juifs à tuer le comte Bernadotte, et dans l'acception générale, le mot « inciter » impute une responsabilité. En Israël, 4 mois plus tard, 2 dirigeants du groupe Stern du nom de Yelin et Shmuelevitz furent condamnés par une cour spéciale à 8 et 5 ans de prison pour leur connexion avec ce meurtre. Le président de cette cour, lorsqu'il lut le jugement, dit qu'il n'y avait pas de preuve établissant que l'ordre de tuer le comte Bernadotte provenait de la hiérarchie. Les 2 hommes, selon l'agence télégraphique juive, n'accordèrent guère d'attention au déroulement du procès, eu égard au fait qu'on s'attendait à ce que le Conseil d'État accorde une amnistie générale, et quelques heures après leur condamnation, ils furent libérés et escortés vers la foule qui les accueillit triomphalement. Le commandant en chef de l'Irgun, un certain monsieur Menahem Begin, fit quelques années plus tard une tournée triomphale des villes occidentales, étant par exemple reçu à Montréal par la garde d'honneur de la police de Montréal précédée par des rabbins portant les parchemins de la loi, d'après le Jewish Herald d'Afrique du Sud. Au cours d'une intervention à Tel Aviv durant la campagne électorale de 1950, M. Begin s'attribua le mérite de la fondation de l'État sioniste, par le biais de l'événement de Deir Yassin. Il dit que l'Irgun avait occupé Jaffa, territoire que le parti au pouvoir était prêt à céder aux Arabes, puis il ajouta. L'autre partie de la contribution de l'Irgun fut Deir Yassin, qui a entraîné la fuite des Arabes et a fait de la place pour les nouveaux arrivants. Sans Deir Yassin et la débâcle arabe qui en découla, le gouvernement actuel ne serait pas en mesure d'intégrer 1/10 des immigrants. Au cours des années suivantes, jusqu'à aujourd'hui, M. Begin continua à proférer des menaces sanguinaires à l'encontre des pays arabes frontaliers. 58. L'appel de guerre de Begin, Jérusalem. Attaquer les Arabes, frapper un point faible après l'autre, écraser un front après l'autre jusqu'à l'assurance de la victoire, telle était l'essence du discours que M. Menahem Begin, leader du parti roux, fit la semaine dernière à Jérusalem. Il parla du balcon d'un hôtel surplombant le square Zion, rempli de quelques milliers de personnes. Nos pertes, en menant une telle action, ne seront pas négligeables, mais en tout cas, elles seront bien moindres que lorsque nous affrontons les armées arabes réunies sur le terrain de bataille, dit-il. Aujourd'hui, nos forces de défense sont plus puissantes que toutes les armées arabes réunies.
Moïse a eu besoin de frapper 10 fois pour conduire les Israélites hors d'Égypte. En une frappe, nous pouvons expulser les Égyptiens d'Israël, dit-il, en référence à la bande de Gaza. Le Zionist Record de Johannesburg, 20 août 1954, pour lesquels la présence des Arabes palestiniens à l'intérieur de leurs frontières constituait un rappel permanent de Deir Yassin et de la terrible signification des menaces de Begin. Pendant 5 ans, la croyance collective fut entretenue selon laquelle les terroristes avaient agi à Deir Yassin sans avoir reçu d'ordre, et puis en avril 1953, 4 membres de l'Irgun blessés à Deir Yassin demandèrent des dédommagements. Le gouvernement israélien, via son ministère de la Sécurité, refusa cette demande sur la base que l'attaque n'avait pas été autorisée, sur quoi le chef de l'Irgun présenta une lettre émanant des quartiers généraux officiels sionistes basés à Jérusalem, qui autorisait l'intervention. Depuis cette dernière, le signataire était devenu ministre représentant Israël au Brésil. Dans la ville où se trouvait le siège des Nations Unies, une solide raison expliquait pourquoi aucune explication sur la mort du comte Bernadette ne devait être exigée. Lorsque cet événement eut lieu, les élections présidentielles américaines étaient proches. La campagne battait son plein, et chacun des 2 candidats, M. Truman et M. Thomas Dewey, considérait le vote sioniste comme indispensable au succès. Il luttait pour l'obtenir, et la Palestine était bien loin de New York. M. Truman était le mieux engagé, car il avait reconnu le nouvel État et avait décrit cet acte de reconnaissance comme celui dont il était le plus fier. À une autre occasion, il déclara que cet acte avait été guidé par les valeurs humanistes les plus nobles. Quelques semaines après l'assassinat du comte Bernadette NDT sur la route de Jérusalem, il fut élu président. À la fin de l'année, il donna aux employés de la Maison Blanche un marque-page avec ces mots « Je préférerais avoir la paix plutôt qu'être président ». En 1948, la stratégie électorale conçue par le colonel Aos en 1910 avait été transformée en instrument de haute précision contrôlé par l'internationale sioniste, la commande principale se trouvant dans l'État de New York. L'ère des machines et des sociétés cotées en bourse ajouta un nouveau verbe à la langue anglaise, truquer, ce qui signifie arranger ou manipuler. Les experts sont capables de truquer les machines. Un exemple concerne les machines à sous en Amérique. Monsieur Dupont glisse une pièce dans la fente dans la vague croyance que la machine est gouvernée par les lois du hasard, et que s'il est chanceux, tout l'argent qu'elle recèle lui tombera dans les mains. En fait, la machine est minutieusement configurée pour qu'une proportion précisément calculée de l'argent qui y a été introduit, probablement entre 80 et 90%, revienne au syndicat du jeu et que le reste revienne en petits gains à Monsieur Dupont. Le trucage du système électoral américain est le facteur déterminant des événements du XXe siècle. Un mécanisme conçu initialement pour permettre à M. Dupont d'exprimer son opinion à propos de la politique et des partis a été ajusté jusqu'à un tel niveau de précision, empêchant quasiment toute erreur, que M. Dupont s'est retrouvé sans voix pour s'exprimer sur la politique du pays, quelle que soit la pièce qu'il introduit dans la fente, le groupe des gouvernants gagne. Au début, le système électoral lui-même fut peut-être conçu de manière à faciliter la tâche d'un groupe extérieur, enclin à dicter le cours de la politique nationale américaine. Une élection est toujours proche, une élection pour le Congrès chaque seconde, une élection présidentielle tous les 4 ans. Un membre du Congrès ou un président n'est pas sitôt élu que les groupes de pression commencent à se rapprocher des prétendants pour les prochaines élections, les chefs de parti commencent à se soucier des prochains votes, et les aspirants au Sénat, au Congrès et à la présidence commencent à ressentir et à répondre à la pression. Il n'existe pas de période de repos au cours desquelles la prudence pourrait prévaloir et ce contrôle disparaître. En 1953, comme nous allons le voir, même la course pour la mairie de New York induisit un retournement soudain et majeur de la politique nationale américaine, le sujet étant le soutien à Israël. L'intensification de la pression, à échéances répétées, et les mises en garde qui s'ensuivent adressées par les directeurs de parti à leurs candidats au Congrès ou à la Maison-Blanche, générèrent ces pirouettes,
qui font vaciller l'intégralité de l'édifice politique laborieusement construit par des ministres consciencieux et des fonctionnaires compétents. Dans ces circonstances, le nouvel État, créé en Palestine en 1948, n'a jamais été, et ne pourra jamais être, un État, quel que soit le sens que l'histoire a donné à ce mot. C'était le poste avancé d'une organisation internationale qui bénéficiait d'un accès privilégié au gouvernement, aux parlements et aux ministères des Affaires étrangères des pays occidentaux, et plus particulièrement au gouvernement, au parlement et au ministère des Affaires étrangères des États-Unis, qui pendant les années 50 était le pays le plus puissant de la planète, et dont la fonction principale consistait à exercer un contrôle sur la République américaine, et non de trouver un foyer pour les Juifs du monde. Les perspectives induites par cet état de fait étaient une implication croissante de l'Amérique dans une situation explosive au Levant, créée artificiellement et portant en elle la menace d'une guerre mondiale. Fin 1948, 31 ans après le premier triomphe du double complot, la déclaration Balfour et la révolution bolchevique, l'État sioniste avait été mis en place. Monsieur Truman, le pionnier de la reconnaissance, avait été prévenu par ses représentants en charge que la partition obtenue par la force à Deir Yassin mènerait à une troisième guerre mondiale. Tous les dirigeants occidentaux avaient reçu les mêmes recommandations de la part de leurs conseillers dans le domaine. Aucun des politiciens de premier plan concernés ne pouvait avoir de doute sur les conséquences futures qu'induirait leur soutien au sionisme, et leurs déclarations publiques à ce sujet ne pouvaient refléter ni les informations confidentielles dont ils disposaient, ni leurs convictions personnelles. Les hommes politiques américains des années entre 40 et 50, comme M. Leopold Emery et M. Winston Churchill au cours des décennies précédentes, étaient manifestement victimes de la croyance selon laquelle, pour quelque raison non révélée, la politique, concernant cette question spécifique, ne pourrait jamais être modifiée. L'asservissement des gouvernements de Londres et de Washington, et l'identité des esclavagistes, même aujourd'hui, 1956, ne sont pas connus des peuples américains et britanniques. Pourtant, la menace désormais apparente d'une nouvelle guerre mondiale déclenchée en Palestine sioniste et se répandant dans les pays alentours les touche pour la première fois. Dans le reste du monde, cela est compris depuis longtemps. Par exemple, dès les années 20, le Maharaja du Cachemire demanda à Sir Arthur Losyeon, d'après le récit de ce diplomate, pourquoi le gouvernement britannique était-il en train d'établir une Yuriudika Raj, la loi des Juifs, en Inde. Je contestai cette description, mais il insista sur la véracité des faits, déclarant que Lord Reading, le vice-roi, était juif, que le secrétaire d'État, M. Edwin Montagu, était juif, que le haut-commissaire, Sir William Meyer, était juif, et de quelles preuves supplémentaires avais-je besoin? Ainsi, il y a 30 ans, un Maharaja indien du bout du monde vit clairement la véritable forme que prendraient les événements qui allaient se produire dans le monde occidental. J'ai cité précédemment la déclaration du Premier ministre égyptien au comte Bernadotte, selon laquelle la puissance économique juive contrôlait l'économie des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, de l'Égypte elle-même. Au cours des 7 dernières années, les dirigeants de tous les États arabes ont accusé ouvertement et à plusieurs reprises le gouvernement américain d'être devenu le simple instrument des ambitions sionistes, et se sont référés à leur propre expérience en guise de preuve. De l'autre côté de la planète, les effets du trucage de la machine électorale à New York se firent ressentir à travers leur autre manifestation, le soutien à la révolution. À cause de revirements similaires dans la politique d'État américaine, Chiang Kai-shek, le dirigeant chinois, dut quitter la Chine continentale, où le communisme s'établit avec le soutien des Américains, pour l'île de Formose, où une fois là-bas, il bénéficia à nouveau du soutien américain. Monsieur Tex McCrary, un présentateur américain bien connu, lui rendit visite et rapporta aux millions d'auditeurs new-yorkais: « Je fus extrêmement gêné lorsque j'entendis, nous avons appris à ne jamais faire confiance à l'Amérique pendant plus de 18 mois d'affilée, entre les élections. » Cette mainmise sur la politique d'État américaine, de par le contrôle de la machine électorale, mena en 1952 à un acte paroxystique de vengeance talmudique, vengeance portée cette fois contre la moitié de l'Allemagne que la partition avait laissée libre.
Cette partie de l'Allemagne fut obligée de payer un tribut à l'État sioniste, État mis en place 3 ans après la défaite de l'Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale. Après la Première Guerre, les puissances occidentales victorieuses tentèrent d'extorquer un tribut, des réparations, mais échouèrent. Ce qui fut reçu était surtout le résultat de jeux comptables, car cela fut annulé par les prêts américains et britanniques. Après la Seconde Guerre mondiale, la Révolution extorqua un tribut à l'Allemagne de l'Est annexée, en se servant directement. Les puissances occidentales victorieuses ne firent aucune demande de réparation en leur nom propre, mais l'extorquèrent pour Sion. Alors que les années passaient, les mises en garde d'hommes responsables basés au Moyen-Orient atteignaient à nouveau le département d'État. Ces conseillers sur le terrain ne cessaient de rappeler que les 7 États arabes n'avaient jamais accepté l'acte de 1948, qu'ils se considéraient toujours en état de guerre avec l'État intrus, et qu'ils tenaient les États-Unis pour responsables du financement des armes qui étaient utilisées contre eux. Ainsi, naquit l'idée, 7 ans après la fin de la guerre, d'obliger la partie libre de l'Allemagne à payer des réparations à un État qui n'existait même pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Le patronage permanent du nouvel État allait être assuré, et la véritable source de ce soutien, dissimulée. En coulisses, cette idée s'était ébruitée depuis longtemps, alors on lui offrit, comme pour le procès de Nuremberg, une réalisation symbolique, la veille des fêtes juives de Yamim Norayamu, jour redoutable, NDT de 1952, où, pour paraphraser le magazine New Yorker Times, au cours de la dernière semaine de l'année juive 5711. Cela constitua le thème central des festivités juives qui suivirent, un journal juif soulignant qu'il s'agissait du plus beau cadeau de nouvelle haine qu'on puisse imaginer pour le peuple juif. Le chancelier d'Allemagne de l'Ouest occupé, le docteur Adenauer, blanc comme un linge, informa le Bundestag à Bonn de l'obligation de s'amender moralement et financièrement. Son ministre de la Justice, le docteur Delair, tint un autre discours au cours d'une conférence à Cobourg. L'accord avec Israël a été conclu sur le désir des Américains, parce que les États-Unis, au vu du ressenti des nations arabes, ne peuvent continuer à soutenir l'État d'Israël de la même manière qu'avant. Les élections présidentielles de 1952 étaient alors imminentes. Le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest fut contraint de payer, sur une durée de 12 à 14 ans, la somme de 822 millions de dollars à Israël, principalement sous forme de marchandises. Le tableau résultant de cette transaction rappelle d'une façon plutôt frappante le résumé fait par Stoelin au sujet de passages de la Kabbale décrivant l'apothéose messianique, mais regardons un peu la manière dont les Juifs sont censés vivre sur leur ancienne terre sous l'administration du Messie. Tout d'abord, les nations païennes, dont ils tolèrent à peine l'existence, devront leur construire des maisons et des villes, leur cultiver des terres et leur planter des vignes, et tout cela, sans même attendre quoi que ce soit en échange de ce labeur. Ce scénario n'est pas très différent de celui qu'on a présenté aux contribuables britanniques, américains et allemands, qui sont soumis à différentes formes de contraintes, dissimulées dans les 2 premiers cas, et déclarées dans le 3e, eu égard au tribut versé au sionisme. Les populations occidentales ne furent pas informées de la manière dont on extorqua le paiement de ce tribut, cela leur fut présenté comme une décision indépendante prise par le gouvernement ouest-allemand, une décision suscitée par un grand élan de compassion. Les lecteurs juifs, eux, furent aussi bien informés que l'auditoire du docteur Delair à Coburg. 2 citations l'illustrent, l'agence télégraphique juive a révélé que le gouvernement des États-Unis d'Amérique avait joué un rôle très important en poussant l'Allemagne de l'Ouest à faire des réparations décentes aux Juifs. Le gouvernement britannique a également apporté sa contribution, mais dans une moindre mesure, et le Zionist Herald de Johannesburg déclara, l'accord avec l'Allemagne n'aurait pas été possible sans le soutien actif et très efficace du gouvernement des États-Unis à Washington et du bureau du haut-commissaire des États-Unis en Allemagne. L'intégralité de la presse arabe rapporta la même chose, et un journaliste de presse américain qui essayait de pénétrer dans un camp de réfugiés arabes fut interdit d'accès au motif suivant, quel intérêt avons-nous à parler avec vous ? Nous, les Arabes, savons très bien qu'en Amérique, aucun journal n'ose dire toute la vérité sur la question palestinienne.
En Angleterre, la version officielle fut communiquée au Parlement par Lord Reading, sous-secrétaire aux Affaires étrangères et fils du vice-roi mentionné dans l'épisode de la question posée par le Maharaja du Cachemire à Sir Arthur Lovejoy 30 années plus tôt. La déclaration de Lord Reading fut suscitée par la tactique habituelle consistant en une question, à cette occasion formulée par un confrère socialiste, Lord Anderson, qui commença par dire que plus de 6 millions de Juifs avaient été menés à la mort. L'intérêt de la réponse de Lord Reading demeure entier. Il déclara que les paiements que l'Allemagne de l'Ouest verserait à Israël seraient de l'ordre d'une tentative de réparation morale, plus encore que matérielle, et qu'ils seraient basés sur le coût estimé lié à la réinstallation en Israël des Juifs chassés d'Europe par les nazis. Cette déclaration réaffirme implicitement le principe selon lequel le seul crime nazi moralement répréhensible fut le traitement des Juifs. Nul ne suggéra jamais que l'Allemagne de l'Ouest devait participer aux frais de réinstallation des Polonais, des Tchèques et de toutes les autres victimes. L'intérêt spécifique de cette déclaration réside dans l'allusion à des réparations morales. Lorsque celles-ci furent réglées, près d'1 million d'Arabes avaient été chassés de Palestine par les sionistes et leur demande de retour sur leurs terres avait été systématiquement et même dédaigneusement rejetée. Le passage le plus caractéristique de cette déclaration typique est probablement celui qui fait référence à la réinstallation en Israël des Juifs chassés d'Europe par les nazis. Israël est le seul endroit au monde où la démographie juive peut être connue avec précision. Selon les statistiques du gouvernement israélien, elle était de l'ordre de 1 400 000 en 1953, et dans ce chiffre, se trouvaient seulement 63 000 juifs, moins de 5%, originaires d'Allemagne et d'Autriche. Ces 63 000 personnes étaient les seuls habitants d'Israël dont on aurait pu dire, par de grands efforts d'imagination, qu'il avait été chassé d'Europe et réinstallé en Israël. Les flux majeurs vinrent de Pologne, de Roumanie, de Hongrie et de Bulgarie et ce, quelque temps après la fin de la guerre, et il est certain qu'ils ne furent pas chassés, puisque dans ces pays, ils étaient protégés par des lois spécifiques et bénéficiaient de la priorité concernant les postes dans la fonction publique. Ils vinrent également d'Afrique du Nord. Il n'existait aucun fondement moral justifiant d'extorquer un tribut aux Allemands de l'Ouest pour le remettre à l'État sioniste, et si un seul avait jamais existé, eu égard aux 63 000 émigrants précédemment cités, il avait depuis longtemps été annulé par elle, expulsion, par les sionistes de près d'1 million d'Arabes. Cette affaire est unique dans l'histoire de l'Occident et prouve seulement à quel point les gouvernements américains et britanniques sont soumis au sionisme. L'Allemagne de l'Ouest fut contrainte de prendre en charge une large part des coûts d'armement et de développement du nouvel État. Avec cela, la probabilité d'un autre conflit majeur augmenta, et les perspectives pour les Arabes s'assombrirent encore plus. L'État sioniste était soutenu dans tous les domaines, et les fruits de ce soutien apparurent immédiatement. La mise sous pression du gouvernement ouest-allemand dans cette affaire fut le dernier acte marquant de la politique d'État américaine sous la présidence de M. Truman, dont le mandat touchait à sa fin, 59. En complément de cette affaire ouest-allemande, à Vienne, les grandes puissances occidentales, agissant à cette occasion en parfait accord avec l'État soviétique, en profitèrent pour humilier la petite Autriche, la première victime d'Hitler, en opposant leur veto à une loi d'amnistie et de restitution qui aurait pu bénéficier à des non-juifs. Le gouvernement autrichien, supposé être à nouveau souverain à ce moment-là, protesta par écrit auprès du haut-commissaire américain, l'accusant particulièrement de se soumettre aux ordres provenant d'émigrants autrichiens, qui faisaient partie de son personnel en tant que conseiller aux affaires juives. Aucun rapport explicite concernant cet épisode n'atteignit les lecteurs des journaux britanniques ou américains.